Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu la technique du Google Darking, comment fonctionnent très simplement les moteurs de recherche. On va se baser sur Google par exemple, comprendre ce que c'est les bots, les robots tels que les crawlers ou les spiders qui font du spidering ou du crawling, qui permet donc d'indexer l'ensemble des contenus sur le World Wide Web. On verra un petit peu le SEO, qui est le Search Engine Optimization, comment on améliore son référencement quand on est client, ou comment, à l'inverse, Google ou d'autres moteurs de recherche peuvent affiner leurs algorithmes afin que les recherches soient le plus pertinentes possible. Ensuite, on verra le fonctionnement du fichier robot.txt, on verra ce que c'est qu'une sitemap et qu'est-ce que le Google Dorking. Donc le Google Dorking, c'est une technique utilisée par les grey hats. C'est une zone grise où vous pouvez faire des choses illégales parce que vous pouvez par exemple récupérer des documents sur des sites militaires non autorisés et vous pouvez également faire du renseignement donc en source ouverte, ce qu'on appelle de l'OSINT, Open Source Intelligence, ou dans le monde du renseignement, réseau renseignement opérationnel à partir de sources d'origine ouverte. Donc, il faut bien comprendre que le Google Darting, tout va dépendre en gros de ce que vous récupérez. Vous pouvez notamment affiner vos recherches pour récupérer des choses qui ne sont pas illégales, illicites, mais vous pouvez également vous en servir pour récupérer des mots de passe qui ont été publiés, récupérer des fichiers sous forme de texte, de PDF, et si ça appartient à des entreprises, là, dans ce cas-là, ça peut se révéler illégal. Surtout que parfois, on peut récupérer des mots de passe. Donc Google, tout le monde l'utilise, mais c'est rare de voir un petit peu ce qui se passe sous le capot, dans les coulisses, j'ai envie de dire. Donc bien avant Google, en 97-98, on avait un moteur de recherche qui s'appelle Ask, et donc c'était de la recherche sémantique. Avant, il fallait connaître un peu le langage de programmation pour pouvoir aller requêter dans un moteur de recherche ou dans une base de données. Aujourd'hui, tout se fait par des mots-clés. C'est ce qu'on appelle l'analyse et la recherche sémantique. On va rechercher du sens. Si je demande maladie, singe, Afrique, à partir de ces trois mots et de leur sens, Google comprend que sur toutes les pages traitant de l'Afrique et des singes, il va m'afficher tous les articles traitant de la maladie des singes en Afrique. Donc ça a plein d'avantages. On peut aller requêter donc avec des fameuses listes de mots, ce qu'on appelle des word lists en anglais, et ça permet aussi aux experts en cybersécurité ou aux hackers d'aller récupérer des informations pertinentes en filtrant les recherches de Google et permettant d'aller à l'essentiel pour récupérer des informations qui ont été indexées par les robots sur le World Wide Web. Donc ces robots, on les appelle des crawlers ou des spiders. Spider parce que c'est comme la toile. Et crawlers, ils font du crawl. Ils vont partout naviguer sur les océans du World Wide Web et récupérer toutes les données, le contenu et indexer les serveurs. Donc, des crawlers, on en trouve de différentes façons, mais essentiellement, c'est un programme informatique qui se balade sur les systèmes d'information, sur Internet, sur le World Wide Web, et qui va venir récupérer le contenu et, comment dire, l'arborescence, l'architecture des différents sites. C'est comme ça que c'est utilisé, et il va renvoyer, compiler toutes ces informations dans un dictionnaire et le renvoyer au, au moteur de recherche en question. C'est pour ça que le moteur de recherche Google utilise des robots, des bots, qui est l'abréviation de robot, qui vont aller indexer l'ensemble du net et qui vont renvoyer ces recherches à leur moteur de recherche pour qu'ils puissent affiner petit à petit et faire apparaître les nouveaux sites qui seraient présents et créés sur l'Internet. Donc ça va naviguer et récupérer toutes les informations. Donc un exemple, donc le Search Engine envoie ses crawlers sur le net. Ils vont se balader, récupérer par exemple un nouveau nom de domaine qui s'appelle My Website. Ils vont en extraire le contenu. Ils vont intégrer ça dans un dictionnaire avec tout le contenu sous forme d'images ou de mots-clés qui sont enregistrés par le crawler. Ces mots-clés, par exemple, ça peut être pour le site My Website Apple, Banana, Pear. Et ensuite, le crawler, une fois qu'il a fait toutes ces opérations, elles sont enregistrées et intégrées au moteur de recherche. Et le crawler repart et c'est une boucle itérative.
les 24 heures sur 24, les robots, les botnets des différents GAFAM utilisent donc les crawlers ou les spiders pour indexer l'ensemble du net. Donc, on voit par exemple qu'un utilisateur cherche des poires, Pierce. Le moteur de recherche a indexé via ses crawlers le mot-clé poire. Il sait que, par exemple, sur Another Website, quand ces crawlers ont indexé le contenu, il y a trois mots-clés qui sont apparus, qui décrivent le contenu du site et du domaine anotherwebsite.com. Et il y avait Apple, Bananas et Pierce. Si Pierce, le mot-clé, est contenu dans le keyword qui a été trouvé par le crawler, dans ce cas-là, le moteur de recherche sait que l'utilisateur, quand il cherche poire, il y a de fortes chances que c'est ce site web qui correspondent le mieux à la recherche de l'utilisateur. Donc c'est une version très simplifiée du fonctionnement d'un moteur de recherche, naturellement. Là, on voit une nouvelle boucle itérative. Entre-temps, il y a un autre site qui s'est créé qui s'appelle ma Website. Donc on a deux sites et le crawler va sur Internet, indexe le premier My Website, il récupère tout le contenu, il sait que dans ce contenu, on a trois mots-clés, Apple, Banana, Pear. Et ensuite, il voit qu'il y a une URL vers un autre domaine qui s'appelle Another Website. Le crawler récupère l'ensemble du contenu et l'architecture du site, et là, il extrait trois mots-clés à nouveau qui s'appellent tomates, strawberries, pineapples. Et ces clés, ensuite, sont réinjectées dans un dictionnaire commun avec les images et renvoyées au moteur de recherche. Ce qui fait que quand il y a Bob qui va chercher des pineapples, des ananas, le moteur de recherche sait que, bah non, c'est pas sur My Website, parce que My Website, il parle que d'Apple Banana Pear. Il faudra aller sur Another Website, et là, en effet, il y a bien le mot-clé Pineapples. Donc, l'utilisateur sera redirigé vers ce site. Si ensuite il y a Bob qui cherche des poires, le moteur de recherche sait, grâce à ses crawlers, que c'est Mab Website, puisque le contenu de Mab Website qui a été crawlé, on appelle ça du crawling, on a bien poire et les mots-clés. Donc cette fois-ci, il sera redirigé vers le bon site. Donc c'est comme ça, on vous verra après le principe de sitemap. Donc c'est comme des cartes qui permettent de donner aux robots, aux botnets, aux crawlers, aux spiders, des informations sur l'indexation, sur l'arborescence d'un domaine ou de ses sous-domaines. On voit que le moteur de recherche fera bien le distinguo. En fonction des mots-clés, l'utilisateur tape tomate, strawberries, pineapple, il ira vers ce site, ce domaine. Si c'est keyword, les mots-clés Apple, banana, poire, là, il ira vers cet autre site web avec cet autre site, nom de domaine, pardon. Donc, ça, c'est le principe de l'indexation, comme on l'appelle. Donc, to index en anglais. Euh, Et c'est pareil, s'il y a des sous-domaines, donc là, imaginons que il y a website, ouais, mais il y a quatre autres sous-domaines. On a trois sous-domaines website 1, 2 et 3 qui parlent de tomates, de strawberries, de pineapple. Et on a le sous-domaine 4 qui, lui, ne parle que d'apple, banana et de pear. En fonction de ça, ce qu'on appelle la hiérarchie, avec arborescence sous arborescence, euh, on voit que le moteur de recherche sera capable d'orienter l'utilisateur, le client, vers le site et le sous-domaine qui convient. Domaine, sous-domaine. Donc, on a un petit exercice assez simple. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on nous demande donc quel est le terme pour un crawler? Bon, bah, c'est indexed ou indexed, donc l'indexation, c'est le principe, ce que fait. Après, dans le jargon, on appelle ça du crawling. Le crawling, c'est l'action des crawlers. Ils vont récupérer l'information, faire du recueil d'infos, indexer, récupérer le contenu du World Wide Web.
www. Ensuite, quel est le nom de la technique qui est utilisée par les moteurs de recherche pour récupérer l'information des sites web? Comme je vous disais, on appelle ça le crawling. Et un exemple du type de contenu qui peut être récupéré à partir d'un site web, eh ben, c'est des keywords. Keywords, des clés, des mots-clés. Et ces keywords, elles vont être intégrées à un dictionnaire. Le dictionnaire sera ensuite intégré aux algorithmes de recherche du moteur de recherche, et ainsi de suite. Donc le SEO, on va voir ce que c'est le Search Engine Optimization. Le SEO, c'est très lucratif, ça permet à Google d'affiner ses recherches pour que l'utilisateur soit satisfait. On dit toujours, dans la société capitaliste, le temps, c'est de l'argent. Ici, c'est le cas. Donc ça va permettre de prioriser certains domaines plus que d'autres, et ça permettra un meilleur référencement. Donc les clients peuvent demander à Google contre rétribution d'apparaître en priorité dans les recherches. C'est pour ça quand vous faites une recherche sur Google, les premières URL sont euh, des URL qui sont marchandes. Si je tape chat ou achat lunettes, ok, on sait que celles qui sont en haut, très souvent, là j'utilise des filtres, donc elles apparaissent pas, mais les premières, ça va être euh, des Chris, par exemple, qui a payé Google pour apparaître en premier. C'est ce qu'on appelle comment dire, le référencement sur Internet. Donc, vous pouvez utiliser des techniques pour être mieux référencé. Par exemple, TryAcme a un score de 85% sur 100 au niveau de Google, de son référencement. Donc, ça permet à Google deux choses, le SEO, donner les recherches les plus pertinentes pour ses clients, pour ses utilisateurs, et ça permet aux compagnies de payer et de se faire bien voir pour que forcément il y ait une manne derrière financière. Plus elles apparaissent en haut de la liste, plus il y a des chances qu'il y ait de futurs prospects ou de futurs clients qui viennent acheter chez eux. Donc tout le web est analysé en temps réel par d'autres robots et c'est le principe du point score. Plus vous avez un score élevé, plus vous allez être référencé et apparaître en haut de la liste. Donc, comment on peut réguler les crawlers? Ils indexent tout Internet. Honnêtement, ne faites pas confiance aux GAFAM. Ils feront tout pour récupérer vos informations. À partir du moment où vous êtes plus sur un intranet, donc un réseau d'entreprise, vous sortez sur l'extranet, donc l'internet, eh ben là, vous êtes sûr qu'il y a de fortes chances que Bing, que Google et d'autres moteurs de recherche viennent indexer votre contenu. Mais il y a un fichier qui s'appelle le robot TXT. Robot, pourquoi? Parce que justement, ce fichier qui est situé à la racine du site, donc là, à la racine du site, il y a un robot.txt, par exemple. Je sais pas si on y a accès. Non. Voilà. Donc là, qu'est-ce que dit le fichier robot de TryAcme? Il dit, je veux que tous les user agents, donc tous les user agents, c'est tous les robots. On a Wildcard, Astérix, donc c'est tous les robots des moteurs de recherche qui sont autorisés. Et Dizalo, on interdit quoi? Bah, il y a rien. C'est vide. Donc, tout est autorisé à être indexé sur le site TryAcme. Donc, par exemple, si je reviens sur ma page, ça veut dire que Room et Google Dorking, ces arborescences pourront être indexées via Google, puisque dans le fichier robot.txt, on accorde les droits. Et en effet, si je tape TryAcme, qu'est-ce qu'on a dit? Room, Google Dorking, la page a bien été indexée. On la voit, on la retrouve indexée dans Google. Donc tout ça, ça se fait grâce au robot.txt. Donc le robot.txt, ça se présente en quelques lignes. On a le user agent. Donc le user agent, ça spécifie au crawler en fait s'il peut
indexer votre site ou non. Donc, si c'est Astérix, c'est all utilisateur. Ensuite, on a hello ou dishello. Soit on autorise, soit on n'autorise pas l'indexation de l'arborescence et de ses fichiers. Donc là, on autorise quoi? À la racine. Donc là, j'ai mon nom de domaine. À partir de là, si c'est hello, on autorise tout ce qu'il y a après. Si on n'autorise pas, ça sera dishello. Et ensuite, on a le sitemap. Donc ça, je vous en parlerai après. C'est sous forme d'un fichier XML et qui est tout le temps à la racine du site. Donc là, moi, je dois avoir à la racine du site tryacme un fichier qui s'appelle sitemap.xml. Je ne sais pas si on a accès. Non. Non, on n'y a pas accès. C'est l'administrateur qui a les droits dessus. Mais grosso modo, voilà comment ça fonctionne. Le sitemap donc permet de fournir une référence au crawler pour améliorer le SEO qu'on a vu précédemment et ça lui donne en gros l'arborescence du site. On verra ça plus en détail. Donc là, on voit que User Agent, c'est sur étoile. Étoile, ça veut dire wildcard. Wildcard, c'est tout. Donc, tous les crawlers sont autorisés à indexer l'ensemble du site, puisqu'on part à la racine, slash, et le sitemap, on a le lien de l'arborescence, c'est toujours à la racine du nom de domaine. Le nom de domaine, c'est mywebsite.com. Le sitemap est juste après, au format XML. Là, qu'est-ce que je veux par exemple? Eh ben, je veux que tous les crawlers, que ça soit celui de Microsoft, de Google, de Quant, de DuckDuckGo, ainsi de suite, j'autorise l'indexation de mon site web. Par contre, je n'autorise pas l'arborescence Super Secret Directory et l'arborescence Not a Secret et sa sous-arborescence But This Is. Donc là, c'est pareil. On pourra prendre tout le site, mais par contre, la partie Super Secret Directory, on pourra pas la prendre. Et Not a Secret, vous avez compris, avec but, tatati, tatata, bah ça c'est pareil. On pourra pas l'indexer. C'est-à-dire que vous pourrez requêter sur Google le nom de domaine, toutes les autres arborescences du serveur web, mais par contre, ces deux-là ne seront pas autorisés. Et toujours notre sitemap qui est toujours à la racine, ça ne change pas. Donc on voit comment on peut filtrer les fichiers, certains fichiers. Là, on a vu comment filtrer des arborescences, hello, dishello, et on peut aussi faire ça sur des fichiers. Je vais vous montrer après. Donc là, on voit par exemple que le user agent, c'est plus étoile, c'est Googlebot. C'est-à-dire que là, il n'y a que les robots de Google, les crawlers de Google, qui sont autorisés à scanner à la racine. On voit que le user agent MSBot, il est dishello. Donc là, MSN, Bing, le serveur Bing, les crawlers Bing de Microsoft ont pas le droit de scanner la racine du site web et de l'indexer. Par contre, ceux de Google ont le droit. Pareil, on peut faire des fichiers. Donc les fichiers, comment ça fonctionne? Là, on voit que l'ensemble des crawlers, des moteurs de recherche ont le droit d'indexer à la racine, sauf Astérix, tous les fichiers, point, extension, ini. Donc là, on pourra indexer tout, mais dès qu'il y aura en ini sur le site, là, on pourra pas le prendre. Et pourquoi il y a $? Dollar, ça veut dire dans toute l'arborescence ou toutes ces arborescences du site. Donc là, si je fais un init $, ça veut dire que si dans une sous-arborescence, il y a encore un fichier qui s'appelle ini, je pourrais pas le choper. S'il y a encore une sous-arborescence avec un autre fichier qui s'appelle ini ou plusieurs, je pourrais pas le choper. Dès qu'on met un $, on sait que les arborescences et les sous-arborescences, à partir de la racine où elle est définie, eh ben, ne seront pas indexables. Donc ça nous permet de filtrer, par exemple, des fichiers par leurs extensions et leur demander d'être indexés ou de n'être pas indexés. Par exemple, un fichier conf
est utilisé sur Unix, Linux, c'est les fichiers de configuration du système d'exploitation. Si on n'est pas trop con et qu'on est administrateur système, bien sûr, on va filtrer, on va faire un diselo sur astérix.conf, $. C'est-à-dire qu'à la racine, je ne veux pas, surtout pas qu'on indexe dans Google mes fichiers conf. Parce qu'on verra après comment on peut récupérer via Google Doc les fichiers de configuration. Et là, on aura peut-être des mots de passe en clair. On pourra pirater la machine. Donc voilà comment les administrateurs se servent de ça pour pouvoir demander, en leur faisant confiance, encore une fois, c'est comme les d'artistes, c'est le contrat de confiance, si on fait confiance aux GAFAM ou pas, d'indexer ou pas une partie ou l'intégralité de leur site. Donc, où c'est que se trouve le fichier robot sur le site eblog.com? Bah, après le nom de domaine, on est à la racine, on aura robot.txt. Pareil, où est cité un sitemap? Le sitemap, il est toujours à la racine. Et c'est au format XML. Si je veux autoriser Bingbot, donc les robots de Bing, les robots MS7 de Microsoft, à indexer un site web, je vais mettre user agents, deux points, et la valeur, ça sera Bingbot. Si je veux empêcher un crawler de scanner l'arborescence dont index me, je vais mettre diselo, deux points, don't index me. Donc les sitemaps, super utile. Donc c'est comparable en fait, comme si vous étiez sur Google Earth ou sur Google Maps. Les sitemaps, en gros, c'est des cartes géographiques à l'intention des crawlers, des robots. Ça permet deux choses. De gagner du temps, parce que le crawler va pas avoir besoin, le programme informatique, d'aller faire de l'énumération dans toutes les arborescences et la structure du site web. Et en fournissant le sitemap, ça va permettre un meilleur référencement pour l'administrateur et pour les utilisateurs du service. Donc c'est gagnant-gagnant. À la fois Google est content d'avoir un sitemap parce que ça permet de savoir précisément où est contenu et les arborescences, sous-arborescences, les domaines, le contenu et le contenu d'un site web, pardon. Et ça permet un meilleur référencement pour la compagnie, pour l'entreprise, pour l'administrateur système. Donc, on appelle ça une route, en fait. On part du nom de domaine, et là, par exemple, je vais choisir mot-clé produit. Dans produit, j'ai tout ce qui est épicerie. Dans épicerie, j'ai tout ce qui est fruits. Et dans fruits, bah, j'ai poire. Donc ça, on appelle ça une route. Tout ça. Donc les sitemaps, c'est sous format XML. Donc c'est intelligible par un humain. C'est un langage de programmation par balise, comme le HTML, comme le CSS. Et ça commence toujours par XML, la version, l'encodage UTF-8 qui permet de gérer l'ensemble des langues parlées sur la Terre. Ensuite, on définit le type, on voit que c'est un fichier texte en XSL. On a le href qui permet le référencement avec l'ensemble du chemin. On a le sitemap index avec les rappels WW3, le World Wide Web. Donc ça, c'est la confédération qui établissent en fait les standards pour l'Internet. Et après, c'est une liste donc avec les locs, donc la localisation du sitemap et la dernière modification avec l'heure, les minutes, les secondes, la date. Et on voit à chaque fois qu'on a toutes les sitemaps. Et chaque sitemap permet de définir les différents domaines, sous-domaines et l'arborescence d'un site web. Donc je vais très vite, rien ne vous empêche d'aller chercher, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet d'optimiser le référencement et ça permet d'optimiser pour Google les requêtes. Google, vous faites 1 milliard, je vais taper quoi? Je vais taper 4. Ok, là on voit, c'est quand même hallucinant qu'ils me sortent 3 milliards 400 000 résultats en moins d'une seconde. Pourquoi? Parce qu'il va pas chercher en temps réel, il a dans sa base de données, dans son cas, Google, il a les sitemaps et c'est ce qui permet de charger, d'optimiser les requêtes sur leur site de recherche. Quand je tape image, il va pas aller requêter directement dans sa base de données, il a en cache toutes les métadonnées et après il nous renvoie vers les liens et les photos peuvent être chargées dans la base de données, dans les data centers de Google ou charger directement les ressources
avec l'URL et le URI, qu'on appelle l'URN. Donc voilà, grosso modo, très très grosso modo même, comment ça fonctionne. Donc la structure typique d'un fichier, d'un sitemap, c'est au format XML, tout le temps. Ensuite, quel est l'exemple, l'analogie avec le monde réel? Eh ben, c'est une carte. Ça va cartographier le site web et avec une carte, on sait comment se diriger, où aller. C'est beaucoup plus facile. Et donc tous ces chemins, toute l'arborescence, le contenu, les mots-clés qui sont crawlés dans un dictionnaire par ces robots, on appelle ça une route. Donc maintenant, on va voir le Google Doc. Donc c'est super utile, c'est utilisé par les hackers, c'est utilisé dans le renseignement économique, par exemple. Il y a pas que eux qui utilisent ça, puisqu'on voit bien iReach, le moteur de recherche développé par la NSA. Il suffisait de saisir quelques mots-clés dans un moteur de recherche pour retrouver les informations confidentielles d'une personne en particulier. Voilà l'outil sur lequel aurait planché la NSA, l'agence de renseignement. Et là, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, la recherche sémantique, c'est utilisé à mort. Et donc, grosso modo, comment ça se passait? Eh ben, on avait un broker qui reliait les différentes agences. Lui, il servait de passerelle, en fait. Donc, les différentes agences, la DIA, la DEA, le FBI se connectaient au broker, au serveur broker de la CIA, qu'on appelait Proton, qui renvoyait vers le broker de la NSA avec les différents outils qui étaient reliés aux bases de données de la NSA. Il partageait avec les cinq yeux. Les cinq yeux, c'est dans les agences de renseignement. Chaque œil est un pays et ils partageaient les informations. Les brokers permettent les échanges de données entre États. Donc là, c'est les GCHQ, c'est les Anglais, par exemple. Et comment ça se passait? Bah, Google, via le programme Prism, est connecté. Vous tapez votre mot-clé et là, il y a deux programmes, sous-programmes de la NSA qui s'appellent Sorting Lead et Scorecard, qui vont analyser en fait les mots-clés que vous tapez, vont aller requêter dans les bases de données de la NSA, savoir si vous tapez des mots-clés, par exemple, qui sont bizarres, comme bombe ou terrorisme, ainsi de suite, partager les informations avec la CIA et d'autres agences américaines, ou éventuellement, si c'est du terrorisme international, partager ça avec les pays alliés au niveau des agences de renseignement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'analyse sémantique, de l'analyse heuristique, comportementale. Donc le sens, on va extrapoler le sens des mots. En fonction des mots, chaque mot a un sens. On va faire une analyse par mots-clés, trier les informations, raffiner l'information, comme on dit dans le renseignement, pour pouvoir ensuite l'exploiter. Donc, vous voyez que c'est un peu les mêmes principes. On cherche des keywords, des mots-clés, des keylists, des listes de mots. Et elles sont blacklistées, whitelistées. Blacklistées, là, ouais, il y a une blacklist avec le mot bombe. Dès que vous tapez bombe, bim, vous êtes les meilleurs amis de la NSA, de la CIA, du FBI, de la DEA, de la DIA et de toutes les agences de renseignement du monde. Ça, c'est fait. Maintenant, la partie Google. Donc, comme on en a parlé précédemment, Google, c'est l'indexation et le crawling sur beaucoup de pages. Tous les moteurs de recherche font ça. Après, en fonction des algorithmes qui sont utilisés, ils sont plus ou moins pertinents. Quand Joe utilise Google, en fait, pour regarder des photos de chats, moi je préfère les chiens, personnellement, voire les chiennes, eh ben Google a plein de photos de chats indexées qui vont être servies à Joe parce qu'il fait une requête et c'est comme ça qu'on fait par mots-clés, en fait. Donc les mots-clés, les keywords, les keylists, c'est ce qui est utilisé par le commun des mortels. On utilise tous des mots-clés, des listes de mots dans nos moteurs de recherche. Par contre, euh, les hackers, ça va être un terme très générique, utilisent des opérateurs. Les opérateurs, en fait, permettent de définir dans le langage de programmation qui est utilisé
dans la base de données en fait Google vont permettre à la fois de réduire le temps d'exécution de la requête. Forcément, si je demande à Google de m'afficher 13 milliards de résultats, eh ben, ça va peut-être mettre une seconde, ce qui est vraiment pas beaucoup pour 13 milliards de résultats. Par contre, si j'affine ma recherche avec ce qu'on appelle des opérateurs, je fais des actions au niveau arithmétique. Je vais pouvoir réduire le temps de calcul des serveurs de Google et moi, ça va affiner ma recherche. Donc là, on rentre dans la partie Google Doc. On va faire que survoler le sujet parce qu'il est extrêmement complexe. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on a des photos de chats. J'ai 3 milliards 400 millions de photos de chats chargées en un peu moins d'une seconde. Je vais pouvoir ajouter des opérateurs qui sont utilisés au sein de Google, de son API, son interface de programmation, pour pouvoir affiner mes recherches. Donc je vais vous montrer ça tranquillement. On va aller sur tout ce qui est requête. Donc, on peut taper, par exemple, Google Doc, donc cheat sheet, pense bête, et là, on a Sens, donc il y a une fondation de cybersécurité, des amis à moi. Et là, on a l'ensemble des opérateurs qui sont listés, les différents paramètres, et à chaque fois, vous avez la valeur qu'on peut définir, le contenu des pages et la description au niveau de son utilisation et des recherches Google qu'on peut en faire. Donc ça, c'est comment utiliser Google à un autre niveau. On va pas seulement rentrer des mots-clés, on va utiliser des opérateurs avancés. Les opérateurs avancés vont nous permettre d'affiner nos recherches. On en a un paquet qui sont tous listés ici. On peut faire également des opérations de calcul, puisque au sein d'un moteur de recherche, on peut lui demander des calculs arithmétiques sans aucun problème. Et on va pouvoir faire du renseignement au niveau de recherche, que ça soit par exemple un colis, UPS, FedEx, USPS pour le système américain. On peut également chercher une VIN, donc c'est le Vehicle Identification Numbers. Ça permet de récupérer une plaque d'immatriculation d'un véhicule américain et aller requêter en base de données. On peut récupérer tous les codes postaux, les UPC. On peut récupérer les Telephone Areas Code, les TIC. Là, 202, ça correspond à une région précise des États-Unis. On peut récupérer des numéros de brevet, le patent, plus le numéro. On peut récupérer des numéros d'immatriculation d'avion qui font partie de la FAA, qui est l'autorité de régulation aérienne aux États-Unis, où je peux carrément récupérer un numéro d'équipement, un ID de la FCC, qui est l'autorité de régulation des télécommunications aux États-Unis. Google est un moteur de recherche américain. J'ai tout intérêt, si ma cible est américaine, que ça soit une entreprise ou un individu, à utiliser le moteur de recherche Google pour récupérer des informations pertinentes sur le ou les individus que je veux rechercher ou sur l'entité, que ça soit une multinationale, une transnationale, peu importe. Je vais récupérer des numéros de téléphone, je vais récupérer des adresses, je vais récupérer des noms, je vais récupérer des fonctions, je vais récupérer des fichiers cachés qui ont été extrapolés par les crawlers de Google. Je peux récupérer, faire du renseignement opérationnel uniquement à partir de Google. Je veux une date, je vais préciser l'opérateur date et je vais mettre, par exemple, 3 mois. Je vais préciser, je veux que tu me sortes toutes les pages qui ont moins de 3 mois, par exemple. Ou je vais pouvoir faire un untitled
avec l'opérateur Untitled, je vais chercher des chaînes de caractères qui sont présentes sur la page. Je veux tous les sites qui parlent dans leurs articles de Trump. Je vais faire un Untitled de Trump. Donc, on voit tout de suite la puissance. On peut rechercher dans le cache Windows. Donc, quand bien même vous faites disparaître des documents, vous effacez des pages d'Internet, tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Le cache Google, c'est une sorte de machine à remonter le temps. Vous pouvez, à une date précise, demander au cache Google de vous afficher cette page. Là, ça sera le www.science.org et voir ce qui a été mis en place. Donc, les administrateurs système auront beau effacer des documents ou réécrire leurs articles. On fait un petit coucou au monde et certains mass médias qui réécrivent leurs articles. On aura la trace du fichier original sur Google. On saura que le journaliste, à telle date, a modifié l'article. Voilà. On peut récupérer les auteurs. Je peux utiliser, par exemple, je vais vous montrer, on va passer sur le secteur militaire. Ok. Bon, à mon avis, je vais me faire espionner, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va sur Google, on va se faire plein d'amis comme la NSA, la DEA, la CIA, la DIA, et j'en passe et des meilleurs. Je vais sur Google. Allez, c'est parti. Je fais une recherche. Ok. Là, je peux chercher par mots-clés. Donc là, on est d'accord. J'ai demandé The Educator, c'est le nom d'un film. Un autre mot-clé, c'est streaming. Et j'ai demandé de la VF, version française. Donc ça, tous les gens au quotidien, vous utilisez Google, vous savez très bien vous en servir. C'est assez simple. Mais on peut affiner nos recherches. Moi, je vais demander par exemple 1000. Donc je veux le secteur militaire et je veux tout ce qui est rattaché aux États-Unis. Et là, on voit que j'ai plus que ce nombre, donc 1 240 000, 1 240 millions, pardon, de résultats. Et si je regarde, je suis bien sur le domaine militaire. Là, je viens de filtrer tout l'Internet et je demande à la base de données Google d'afficher uniquement les sites militaires. Je n'ai que les sites militaires. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux affiner encore ma recherche. Je vois que je peux utiliser différents termes et chaque terme a une action. Si je fais file type, je cherche une extension spécifique. Donc, imaginons que je sois un hacker et que je sois assez fou pour attaquer des sites militaires américains. Je vais taper dans Google 1000 USA. Je lui demande tous les domaines militaires. 1000, c'est l'extension par défaut, le nom de domaine de l'armée des États-Unis. Et je vais faire un file cache et un file type. Et là, je lui demande, je veux tous les fichiers PDF. Et là, c'est du Google Dorking. On voit bien que là, cette fois-ci, Google a affiné les résultats. Il y en a beaucoup moins. Et il me sort que des fichiers PDF de sites de l'armée américaine. Et je récupère en temps réel tous les dossiers. Qu'est-ce que je peux récupérer? Je peux récupérer des fichiers texte. Ok, là j'ai un fichier texte. Voilà. Ok. Non, ça va. J'ai de la chance, c'est déclassifié. Mais des fois, en filtrant et en faisant du Google Doc, je vais accéder à des ressources qui font partie du monde de l'intelligence, du renseignement ou de l'armée américaine. Enfin, armée américaine. Là, je vous parle de l'armée américaine. Je peux cibler n'importe quel pays grâce au Google Doc. Je vais affiner les recherches Google et le but, c'est d'avoir le moins de recherches possible et d'affiner pour faire du recueil d'informations. Là, j'ai
des documents déclassifiés de l'armée américaine. Ça, j'aurais jamais pu pouvoir y accéder. Il aurait fallu que je me balade sur l'ensemble des sites du site public de la Navy américaine et que je me balade dans l'ensemble des arborescences pour enfin trouver un fichier qui s'appelle NAV 2020, enfin, qui est dans l'arborescence NAV 2020 et qui s'appelle NAV 2015.5.txt. Là, vous voyez qu'avec ma recherche Google, j'y accède tout de suite. Là, je vais lui demander tous les documents du secteur militaire de l'armée américaine. Tu me sors des fichiers documents. Hop, je charge, j'ai un fichier doc. Je l'enregistre, je l'ouvre. Et là, vous voyez comment on peut pénétrer sans même faire une cyberattaque, commencer à récupérer des informations sur une cible précise, que ça soit le secteur militaire, que ça soit le secteur économique, on peut faire de l'intelligence économique, on peut faire du renseignement opérationnel, que ça soit sur des entités propres. Là, en l'occurrence, je suis en train de récupérer des informations sur les sites de l'armée américaine, de la Navy, du DoD, le Department of Defense. Je peux récupérer des données de l'US Air Force, de la Marine. Je récupère directement les informations grâce au robot, au botnet de Google. J'ouvre le fichier, j'accède à une archive. Honnêtement, je pense pas. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est un chapitre du Pentagone avec les différentes sources et c'est signé. Ok, parfait. Et donc j'accède à des données que le Pékin moyen, si vous me permettez l'expression, n'aurait jamais eu accès. Donc on voit bien qu'en affinant, en utilisant tous ces documents, là je vais ouvrir un fichier de la marine. Ok, vas-y, tri-service, dictionnaire, tri-service. Ok, vas-y, ouvre-le. Voilà. Je récupère des documents de l'armée directement. J'accède à leur base de données. Pourquoi? Parce que à un moment, leur système d'information a été mal configuré et les robots, les crawlers, les spiders de Google ont indexé ce contenu dans dans le moteur de recherche Google. Et moi, à partir de là, je peux faire du renseignement, récupérer des noms, récupérer des informations, récupérer des mots de passe, récupérer des acronymes qui vont me permettre de mieux comprendre ma cible. Si là, c'est l'Air Force que je veux taper, je sais que l'acronyme AFIP, c'est Armed Force Institute of Pathology. Je sais que la FMPC, c'est l'Air Force Manpower and Personnel Center, ainsi de suite. Donc tout ça, ça me permet de requêter dans leur base de données et de récupérer faire du recueil d'informations. J'accède à des ressources. Je ne fais pas du piratage. C'est la phase de reconnaissance. Je fais de l'énumération. Je me balade sur Internet et je récupère toutes les informations. Si j'ai envie d'attaquer la Navy, là, je suis en train de récupérer toutes les informations. Alors, des informations pertinentes ou moins pertinentes. En tout cas, vous voyez qu'avec quelques opérateurs sur Google, vous pouvez récupérer des données. Et à mon avis, ces données sont pas dans le domaine public. Là, vraiment, on est en train de taper dans des parties des réseaux de l'US Navy ou du DoD, du département de Defense. Donc, vous voyez que je peux récupérer plein de données directement à partir de Google. Je n'ai pas encore lancé une cyberattaque. C'est que la phase de recueil d'informations. Donc, vous voyez bien la puissance de Google et comment on peut affiner nos recherches et ne pas se servir uniquement de mots-clés, mais lui demander, par exemple, un domaine précis, le secteur militaire des États-Unis, et un type de fichier précis. Je veux qu'il m'affiche tous les fichiers doc. Et là, j'ai tous les fichiers doc qui ont été indexés par l'armée américaine, par le Department of Justice. J'ai accès à tout. Donc on voit bien là, c'est l'armée tchèque. Allez, vas-y. CZ. Ok, non sécurisé. Déjà, je comprends pas pourquoi une armée n'a pas un domaine sécurisé.
je peux me poser quelques questions. Ok, là, c'est page not found. Mais j'arrive sur le site de l'armée tchèque. Donc vous voyez que on peut se servir de Google pour faire du renseignement opérationnel et accéder. Par exemple, je peux demander l'index, index of, avec l'opérateur intitle. Intitle, ça précise au robot, à la base de données, au cache de Google que je veux récupérer les index. Les index, qu'est-ce que c'est en informatique? On a des serveurs FTP, d'upload, de téléversement et de téléchargement. Et ben là, je vais lui demander de me chercher, par exemple, tous les index qui sont disponibles sur Google. Donc la team, je fais mon in title, deux points, et je vais lui demander index.off. Et là, j'ai l'index. Je vais sur ce que je veux, et vous voyez que j'accède à des serveurs FTP. Je peux récupérer plein de ressources. J'ai plein de ressources que je peux télécharger. J'ai accès directement au serveur FTP. On va avoir une université. Là, je suis en Russie. Où c'est que je peux aller? Vas-y, on va taper université. On va avoir un cas français. Ok. Là, je suis sur le serveur FTP de l'université du Mans. Je peux aller en Guyane. Je peux aller où je veux et je récupère des fichiers perso directement sur leur serveur. Ok, là, il me le charge pas. C'est un mauvais exemple. Ok, Nantes. Ok. Il y a une arborescence sur le serveur FTP qui s'appelle DVD. J'y ai peut-être accès ou pas. En fonction du niveau de configuration de l'université, je vais pouvoir peut-être attaquer et je vais peut-être pouvoir envoyer un fichier malicieux sur leur serveur FTP. Heureusement, là, il me coupe la connexion, ça veut dire qu'il est bien configuré, mais rien ne m'empêche de trouver un endroit où je vais pouvoir uploader un fichier avec un virus pour accéder à l'ensemble du domaine et prendre le contrôle du serveur FTP de l'université de Nantes pour pouvoir ensuite continuer mon test d'intrusion. Donc voilà comment ça fonctionne. Euh, voilà, j'ai pas envie de développer. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Voilà. Là, la inégalité, allez, on charge un PDF. Là, j'ai accès directement à leurs ressources. Je suis sur leur serveur, je n'ai rien piraté. J'accède directement à leur serveur grâce à Google. Je me sers de Google comme une plateforme pour centraliser après moi ma surface d'attaque. Et les hackers se servent de ça pour rentrer euh, dans certains systèmes d'information et trouver des failles. Là, je vois l'université d'Idaho. Allez hop, on va voir qu'est-ce qu'on a. Ok, j'arrive sur leur site, c'est pas un serveur FTP, mais à partir de là, je vais pouvoir énumérer, utiliser plein de logiciels. J'ai des informations, j'ai une adresse mail, j'ai un numéro de téléphone. Donc vous voyez comment Google vous permet et permet aux hackers ou aux chercheurs en cybersécurité ou même aux renseignements de récupérer des informations sur tout et n'importe quoi grâce au Google Doc. Donc Google Doc, c'est vraiment impressionnant. Si je mets site, je veux quoi? Je veux un site. Le site, c'est quoi? C'est le site de la BBC. Et la BBC, c'est le nom de domaine, c'est bbc.co.uk. Et je veux un file type PDF. Là, ça va me sortir dans Google tous les fichiers de la BBC en format PDF. Je peux récupérer des index off. Ça me permet de me connecter à des serveurs FTP et de télécharger directement sur mon ordinateur des ressources. Donc on voit bien quel est le format
utiliser pour faire une requête sur le site BBC SEO UK et demander comme sujet, comme keywords, on a deux keywords, c'est flood, inondation et défense. Donc là, je vais faire site, deux points, BBC SEO UK, et je vais mettre deux keywords. Le premier keyword, la première clé, c'est flood, inondation, et défense contre les inondations. Ce résultat sur Google va me donner tous les articles qui traitent des défenses contre les inondations qui sont parus sur le site de la BBC. Et vous voyez que c'est beaucoup plus efficient, beaucoup plus direct. Je vais avoir moins de pages à filtrer à la main. Ça va affiner ma recherche et je vais faire du renseignement de façon beaucoup plus efficace en me centralisant, en me focalisant sur certains mots-clés et sur certains domaines. Là, j'ai demandé le domaine BBC SEO UK et j'ai demandé deux mots-clés, flood et defenses. Comment je peux chercher spécifiquement un type de fichier sur Internet? Je lui mets FileTab PDF. Dans Google, il va me chercher partout dans le monde tous les fichiers PDF qui sont disponibles à partir du moteur de recherche Google. Si je dois utiliser un terme, je peux utiliser InTitle Login. Là, je vais avoir toutes les mires de connexion des sites internet qui requièrent un mot de passe. Et bien sûr, pour les hackers, mais ça va être du pain béni. On va pouvoir accéder aux mires de connexion de serveurs qu'on a envie d'attaquer. Et il aurait fallu chercher sur Internet avec des crawlers, avec des spiders, comme fait Google. Là, j'ai juste à demander à Google, donne-moi tous les sites. Par exemple, je peux faire un 1000 USA, InTitle Login. Et là, j'ai toutes les mires de connexion des serveurs de l'armée américaine qui apparaissent dans mon navigateur. Voilà. Attaquez pas l'armée, vous allez aller en prison, vous allez avoir de gros problèmes. Attention, avec Google, c'est la fameuse zone grise dont je vous parlais. Vous pouvez récupérer des informations sur des individus ou sur des entités, des sociétés. Par contre, si vous commencez à attaquer la police, les services de renseignement ou l'armée, il y a de fortes chances que vous finissiez en prison. Donc attention au Google Dark, c'est à double tranchant. Il faut pas faire n'importe quoi. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Vous avez compris comment on peut, grâce à Google, comprendre les routes, l'architecture de n'importe quel site internet et récupérer des informations, faire du recueil d'informations. C'est la partie OSINT, intelligence en source ouverte. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.